Bonjour et bienvenue à cette nouvelle session de webinaire. Donc on va bientôt commencer. Aujourd'hui on sera trois, donc moi-même, François Flèche, pour ceux qui ne me connaissent pas, du service marketing. Et aujourd'hui je serai accompagné de Fabien Rigaud, également du service marketing. Bonjour Fabien. Bonjour. Et de Fabien Boissier, notre Fabien, qui lui opérera en tant qu'expert technique et aura la lourde tâche de nous faire une démonstration et aussi d'apporter son œil d'expert technique. Bonjour. Voilà, alors sans plus attendre, qu'est-ce qu'on vous propose aujourd'hui? L'intégration IoT dans vos projets SCADA avec PCVue IoT Hub. Donc l'IoT apporte des nouvelles technologies, apporte des nouvelles opportunités aussi. Donc on vous présentera un petit peu le paysage dans lequel on s'inscrit. Qu'est-ce qu'on offre nous chez PCVue par rapport à ça? On vous le montrera au travers d'une démonstration, comme j'ai dit, que Fabien nous montrera. Et puis on pourra faire une conclusion avec vos questions-réponses qui seront l'occasion d'échanger et d'éclaircir certains points si besoin. Vous pouvez tout au long du webinaire utiliser l'interface de chat ou de questions-réponses pour nous poser des questions, alors par écrit uniquement, et on vous répondra tout à l'heure en fin de session. Alors, l'IoT, on en parle depuis un certain temps maintenant, donc ça apporte un certain renouveau au niveau des technologies, de la connectivité et aussi de la façon dont on peut déployer. Alors, pour fixer un peu les idées, quand on parle de réseau, il y a plusieurs types de réseaux avec trois critères, la vitesse d'échange, la portée des messages et la consommation que ça implique au global. Et donc, en fonction de ces trois critères, on peut dessiner les différents réseaux. Alors, les réseaux locaux, comme on le voit ici, sont des réseaux plutôt basse consommation et avec des vitesses qui sont relativement élevées. Donc là, on parle de réseaux comme le Wi-Fi, le Bluetooth, Zigbee, etc. Ensuite, on a les réseaux cellulaires. Donc là, les réseaux cellulaires connus pour être des réseaux téléphoniques, donc toute la famille des G, du 2G à la 5G, où on parle de réseaux pour transmettre des données à haute, voire très haute vitesse et sur des distances très importantes de longue portée. Et puis, on a les réseaux qu'on appelle LP1, Low Power Wide Area, donc basse consommation et longue portée, donc tout est dans le titre, j'allais dire. Et donc, on est là dans l'IoT avec des réseaux qui permettent, pour une consommation très restreinte, d'envoyer des messages sur des très grandes distances. Et donc là, on parle des réseaux qu'on commence maintenant à connaître, LoRa, Sigfox, LTE-M et NB-IoT, qui sont peut-être un petit peu moins connus, qui sont en fait des réseaux 4G, des réseaux dérivés de la 4G, développés par Orange pour le LTE et par SFR pour le NB-IoT, et qui eux sont peut-être un petit peu plus énergivores, mais permettent d'envoyer des messages un petit peu plus lourds. Mais voilà, on est dans la famille des réseaux LP1, c'est celle qui nous intéresse aujourd'hui pour l'IoT. En parallèle de ces réseaux, on a aussi des capteurs qui sont des capteurs de plus en plus petits, de plus en plus intelligents, avec des fonctionnalités intrinsèques beaucoup plus évoluées, connectés, bien entendu, et autonomes, la plupart du temps auto-alimentés par pile ou par batterie, mais on voit aussi maintenant des capteurs qui sont également alimentés par réseau électrique. Donc, cette nouvelle type de connectivité et de déploiement, ces capteurs-là, amènent beaucoup de données brutes
Et donc, toutes ces données brutes sont générées et doivent maintenant être fournies à des utilisateurs qui sont de plus en plus mobiles. C'est aussi un des éléments à prendre en compte. Donc ça, c'est un petit peu le paysage dans lequel on est. Alors si on se concentre un peu plus sur les réseaux donc basse consommation LP WAN, on parle donc de réseaux basse consommation avec pour but d'échanger des messages qui sont de petite taille. Donc c'est pas des grosses quantités de données. Là, on parle de petits messages sur une portée qui, elle, peut être quand même assez importante. On ne parle pas là de proximité immédiate, mais de plusieurs kilomètres, après en fonction de l'environnement, de la topologie du terrain, etc. Des réseaux qui, par principe, par définition, s'appuient sur des composants basse consommation, avec des supports qui sont auto-alimentés. Et donc la caractéristique de tout ça, c'est qu'on s'affranchit des réseaux filaires et également qu'on a une recherche d'optimisation de bandes passantes avec des réseaux et des technologies de protocoles qui sont vraiment conçus pour optimiser la bande passante. Donc, ces technologies sont particulièrement adaptées pour faire, par exemple, de la télémétrie, donc de l'interrogation de valeurs à intervalles pas forcément très fréquents. On n'est pas là forcément dans une recherche de temps réel à la milliseconde. Et par définition aussi, ça sera un usage non adapté pour du temps réel avec des gros flux de données tels que la vidéo ou la voix. Donc là, on n'est pas sur ce schéma-là avec ces technos, mais plutôt avec des petits messages échangés de manière pas forcément très fréquente sur des réseaux longue portée. Alors, ces nouvelles technologies, ces nouveaux déploiements apportent évidemment des opportunités. On s'affranchit des infrastructures filaires et donc de fait des contraintes et des coûts de déploiement qui sont associés. On va gérer un très grand nombre de données brutes. Encore une fois, les technologies ne s'appuient pas sur un mode, on va dire, standard de scrutation des équipements toutes les secondes ou toutes les millisecondes, mais s'appuient plutôt sur des technos où, par l'intermédiaire justement d'une passerelle ou d'une gateway intermédiaire, d'un broker, on appelle ça un broker dans certains cas, on va être en mode souscription publication, c'est-à-dire que on va avoir un élément qui va mettre des données dans cet élément commun qui est le broker, et puis les autres composants vont venir chercher ces données. Donc on est vraiment pas dans de la souscription. Donc ça va générer beaucoup de données puisqu'on a aussi beaucoup de capteurs. Et un des défis, ça va être de transformer toutes ces données en informations pertinentes. Donc s'assurer d'un bon filtrage et de fournir une information qui soit pertinente pour les utilisateurs. Évidemment, ça apporte tout un tas de nouveaux services dans des domaines qui n'étaient pas forcément connus et ciblés à l'origine. On peut parler, je sais pas, de grues connectées par exemple pour de la maintenance, plein d'usages dans les machines agricoles aussi. Voilà, donc tout ça pour dire qu'on va avoir de nouveaux services dans divers marchés et ça doit apporter un gain, que ça soit un gain de productivité, puisqu'on va avoir de fait plus de données, donc plus d'informations, des informations qu'on espère de meilleure qualité, et puis une optimisation des processus grâce à ça. Alors une autre chose très importante quand on parle d'IoT et qui me semblait importante de rappeler ici, en termes de réseau, on distingue deux grandes familles de réseaux IoT. Les réseaux privés d'une part, donc ce sont des réseaux qui sont gérés de manière indépendante localement sur un site, dont les serveurs peuvent être, eux, dans un cloud, mais ce sera un cloud privé, donc qui sera maintenu et opéré par le site localement.
Donc là, il n'y a pas de dépendance à un opérateur externe, tout est fait localement, avec une sécurité qui également est gérée de manière très locale et des données qui sont elles aussi locales. En face, on a une autre famille de réseaux qu'on appelle les réseaux opérés, qui eux, à l'inverse des réseaux privés, ont une gestion qui est déléguée à un opérateur, donc qui aura la responsabilité et la charge de s'occuper de l'infrastructure, de s'occuper des réseaux, de l'exploitation des réseaux, de l'accès aussi et de la sécurité des réseaux. Donc là, on est dans un mode où on a un opérateur qui s'occupe du réseau et à qui on paye un abonnement pour, euh, pour cela. Alors, dans ce contexte-là, qu'est-ce que nous, chez Arc Informatique, on propose? Quelle offre on propose? On a mis au point un ensemble de fonctionnalités et de services au travers d'un composant qui est le PCVue IoT Hub, qui permet au travers de 3 axes de gérer cette technologie, ces nouvelles technologies d'IoT. Le premier axe, c'est la connexion, donc la capacité de connecter PCVue aux IoT au sens large. L'axe de l'implémentation, fidèle à la philosophie qui est celle d'origine de PCVue, il faut que l'intégration de l'IoT dans PCVue se fasse de la manière la plus simple possible pour l'intégrateur et qu'elle soit, en termes d'exploitation et de maintenance, la plus conviviale et intuitive pour l'exploitant et également pour l'intégrateur s'il doit maintenir cette fonction-là. Donc ce PCVue IoT Hub, il se décline ensuite en différents usages. Donc, comme je l'ai dit, hein, il va permettre à la plateforme PCVue de se connecter à tout type d'IoT, indépendamment des fabricants, des capteurs, des fabricants de gateway, indépendamment donc des fournisseurs finalement. On va être capable de s'adresser à des architectures sur réseau privé ou sur réseau opéré. On assure une compatibilité avec un maximum de réseaux, d'opérateurs, de protocoles et de capteurs. Hein. Là encore, on est fidèle à la philosophie PCVue d'ouverture et d'intégration. Et derrière ce PCVue IoT Hub se cache aussi tout une boîte à outils pour que le déploiement et la gestion soient facilités avec, on va le voir, des bibliothèques dédiées, la possibilité de mixer aussi les solutions avec des équipements entre guillemets standards et des équipements type IoT, des objets connectés, un starter kit également qui doit permettre de mettre ça en œuvre facilement. Alors, si on décline un petit peu plus loin, en termes d'offres pour les réseaux privés, on a la possibilité de s'interfacer, de récupérer des données MQTT avec donc un protocole MQTT natif qui est donc intégré dans PCVue, hein, on ne passe pas par un composant tiers. Évidemment, ça nécessite de se connecter à un broker MQTT qui, lui, peut être hébergé soit localement, soit dans un cloud privé avec lequel PCVue sera capable de dialoguer. La compatibilité avec tous les réseaux et une portée qui va, elle, être dépendante justement de ces réseaux. Donc l'avantage d'une solution comme celle-ci, hein, c'est que c'est un réseau privé, donc elle est indépendante des opérateurs, pas d'abonnement, l'infrastructure est gérée localement. MQTT natif, donc vous n'avez rien à ajouter dans PCVue, techniquement, et les données sont elles aussi gérées localement. La deuxième déclinaison, quand on parle d'offres IoT en réseau privé, c'est LoRa. Donc PCVue intègre également au travers de son hub IoT le protocole LoRa
nativement, qui permet donc de se connecter dans la technologie LoRaWAN, donc à un serveur LoRaWAN, qui est donc un serveur intermédiaire entre la plateforme PCVu et les, les équipements IoT qui communiquent donc sur le réseau LoRa avec une portée qui est de plusieurs kilomètres jusqu'à 15 kilomètres. Encore une fois, ça dépend un peu du terrain et de l'environnement. Et là encore, on a affaire à une solution qui rejoint les bénéfices des solutions sur réseau privé indépendant d'un opérateur. Une solution par définition qui est sans fil, donc on s'affranchit de toute l'infrastructure filaire et qui, encore une fois, est intégrée dans PCVu. Alors, peut-être un petit mot sur les passerelles, et là je vais peut-être laisser parler Fabien Boissier. C'est bon, j'ai dû reprendre la main. Du coup, sur les passerelles, on peut juste notifier le fait que PCVu est capable de discuter avec toutes les passerelles qui ont du Node-RED à l'intérieur, donc il y en a un certain nombre. Et après, derrière, nous, on vient vous apporter la facilité d'intégration, comme l'expliquait François, avec des librairies constructeurs. Donc on a déjà des librairies constructeurs, on continue à les implémenter et du coup je vais vous faire une démonstration tout à l'heure sur le projet où on ira voir la librairie Adonis, on viendra récupérer les capteurs qu'on glissera, déplacera au niveau de l'application architecte dans PCVu. Donc les bibliothèques sont évolutives et les capteurs le seront aussi. Donc on continue à travailler sur ce scope-là. Fabien, si je peux me permettre une petite remarque pendant que tu démarres ta machine aussi là. Pourquoi c'est important d'avoir des librairies sur ce type d'objet? C'est parce que chaque fabricant de device communique ce qu'ils appellent la payload, la trame qui circule, le langage qu'il utilise. Chacun définit comme il le souhaite son payload. Et du coup, c'est pas comme quand on faisait du Modbus ou des protocoles très standards. Il faut être capable d'interpréter les trames qui arrivent du device pour chaque constructeur. Donc nous, notre force, c'est être capable premièrement, intégrer les nouveaux devices et deuxièmement, décortiquer la trame et fournir des librairies qui décortiquent automatiquement les trames des fabricants. Ce qui vous permettra de l'intégrer dans PCVu très facilement. Voilà. Et donc on reste, pour compléter, on reste toujours dans la philosophie de PCVu de s'ouvrir un maximum indépendamment donc d'un fournisseur X ou Y et de pouvoir faire une intégration là au travers de bibliothèques pour tout type de fourniture. Alors en parallèle de ça, on a un starter kit. Alors peut-être Fabien, tu peux nous en parler un petit peu. Oui, l'idée c'est d'être capable de se former sur cette solution, de comprendre comment ça fonctionne, comment on intègre du réseau LoRa, aussi bien sur on va dire ce qu'est un capteur, comment ça fonctionne, comment fonctionne le LP WAN, jusqu'à comment on le met en œuvre dans PCVu. Donc l'idée c'est de créer pour nous un starter kit qui va vous permettre en peu de temps d'avoir tout ce qu'il faut sur la table, le capteur, la gateway. Je pense que le slide suivant l'explique un petit peu sur ce qui est fourni dans ce starter kit. Ça vous permet d'avoir un certain nombre de capteurs de différents types, une passerelle qui va vous permettre de faire des tests, ce qu'il faut dans la licence PCVu. Alors soit une licence PCVu si vous n'en avez pas encore, soit l'ajout des protocoles LoRa dans la licence que vous avez déjà, la fourniture de tous les objets IoT et de la librairie par rapport aux capteurs que vous avez sélectionnés. Donc il y a un choix parmi un certain nombre, une vingtaine de capteurs différents. Et surtout une formation, une assistance qui va vous permettre de maîtriser ce type de réseau et l'intégration pour déployer après par la suite sur des projets réels, sur des sites clients. Voilà, donc
vous démarrez pas de zéro, vous avez tout ce qu'il faut pour tester, intégrer, être formé. Et c'est ce qu'on appelle l'IoT Starter Kit. Voilà, Dans avec... ce kit. Ouais, il y a plusieurs types de passerelles dans ce kit. Des passerelles standards qui vont permettre de faire des intégrations en indoor à l'intérieur avec pas de problématique industrielle ou de poussière, etc. Puis après, plus on va vers la droite, plus ce sont des passerelles qui sont durcies, IP65, IP67 pour celle de droite. Donc en fonction un peu du cas d'usage, si c'est un milieu industriel avec beaucoup de perturbations, poussière, etc., on va plutôt prendre celle de droite. Si c'est pour faire plutôt un projet type GTB ou des choses comme ça, on va plutôt prendre celle de gauche en fonction du besoin. Voilà, alors peut-être que le mieux, c'est de voir un petit peu ce qu'il en est. Alors je vais passer la main à Fabien qui va nous montrer un petit peu ce qu'il en est. Donc Fabien, je te passe l'écran. Hop. Donc, normalement, vous devriez voir une machine virtuelle de plateforme de PCVue avec un projet qui est prêt à être lancé. C'est bon. Et bah Tout à parfait. fait. Je vais donc lancer le projet. Hop. Alors dans ce projet, j'ai tout simplement voulu vous placer en tout début les images des différents capteurs d'une librairie. Donc là, c'est une librairie qui contient un contact sec, des contacts de porte, des capteurs analogues qui nous permettent de passer tous signaux 420 mA ou 0,10 volts en signal LoRa qu'on récupère après dans PCVue, ou encore température et humidité. Voilà, c'était pour vous donner une idée du graphisme qu'il y a derrière. Après, il suffit de cliquer dessus, ça ouvre des pop-up. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans l'application Architect pour ajouter des nouveaux capteurs. Alors, il faut savoir que je suis chez moi pendant ce confinement, même si on est en train d'être déconfiné. Du coup, chez moi, j'ai ma box Wi-Fi où dessus j'ai connecté une des gateways, notamment la gateway en IP65. Et donc, j'ai connecté des capteurs LoRa à ce réseau-là. Et derrière, la gateway discute avec PCVue. Et je vais vous montrer la phase d'intégration dans PCVue. Donc, dans l'application Architect, on retrouve donc des modèles avec ma bibliothèque, où à l'intérieur, je vais avoir une gateway à déclarer et des capteurs. Alors, sous la main, j'ai deux types de capteurs. J'en ai un, c'est un contacteur de porte. Et j'en ai un deuxième, c'est un FTD, ça s'appelle un Field Test Device. Ça nous permet de connaître la qualité du signal LoRa dans le réseau. Donc, au niveau de mes instances, dans l'application Architect, pour l'instant, j'ai rien du tout. Je vais devoir déclarer ma gateway. Donc, je viens, je la récupère, je la glisse, je la déplace et je lui laisse le petit nom gateway. Dans les capteurs, je vais aller ajouter un contacteur de porte. Voilà. La seule chose que vous devez renseigner sur ce contacteur de porte, c'est tout simplement son DEV-EUI. Le DEV-EUI, c'est l'identifiant unique du capteur. Donc dans mon cas, il faut le renseigner et du coup, voilà. Hop, je fais tâche, je génère. Donc je génère les éléments graphiques. Alors, lorsqu'on génère avec l'application Architect, il faut fermer le synoptique. Voilà qui est fait. Et là, j'ai donc généré. Donc j'ai généré un contacteur de porte. Alors pour le voir, mon synoptique s'appelle génération. Et en effet, j'ai bien mon symbole qui est placé en haut à gauche. Donc je le déplace. Et là, on retrouve la pop-up. Donc c'est un contacteur de porte. Pour l'instant, on peut le voir sur le trend, il n'y a pas de données.
Donc je vais bouger mon contact qui est sous la main. Et normalement, on aurait dû avoir un qui aurait dû passer. Donc j'ai un petit effet démo. C'est une erreur du dev EI. En effet, il n'est pas valide à ce niveau-là, donc j'ai fait une erreur quand je l'ai recopié. Alors je vais aller le chercher correctement au niveau de la gateway. Comme ça, vous allez pouvoir voir l'interface d'une gateway. Au niveau de la gateway, vous allez retrouver son adresse IP. Vous allez aussi voir que vous avez une carte LoRa. Donc c'est bien pour indiquer que cette gateway-là est le serveur LoRa. Et dans LoRaWAN, vous allez retrouver les devices qui sont déclarés. Alors ça prend un peu de temps. Et donc ma porte, c'est celle-là. Un petit CTRL-C, un CTRL-V, et je refais. Donc j'avais rajouté des zéros en trop. Voilà. Tâche générée. On resynchronise en fermant les synoptiques. Et on génère. Hop. J'ouvre mon synoptique. Hop. Et voilà. Là, j'ai appuyé sur mon bouton et désormais, mon contact est passé à 1. Alors ça va arriver, hein. Tout au début, on a des pointillés parce que tout simplement, au début, la donnée est invalide, donc nous n'avons pas de valeur. Donc, hop, je peux faire la bascule. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais ajouter un autre capteur. Qui s'appelle du coup le FTD. Et lui, son avantage, c'est que tout simplement, il vous permet de donner des coordonnées GPS. Donc, le FTD, c'est pareil. Je viens, je le glisse, je le déplace. Je vais devoir lui donner son dev EI. Alors, cette fois, pour pas que je me trompe, je vais tout de suite aller le chercher à ce niveau-là. C'est celui-là. C'est celui-là. Le FTD, Fabien, qui a d'autres fonctions que de voir la position GPS. C'est aussi, ça veut dire Field Test Device. Et qui nous permet de remonter la qualité et si voilà, le signal est bon ou pas bon pour voilà, faire, pourquoi pas, une étude de couverture. Des analyses de couverture, effectivement. Donc, la méthodologie, c'est de positionner l'antenne quelque part, se balader avec le FTD sur le site et voir la réception et l'émission du signal, comment ça se comporte, et permettre de définir là, on va positionner et l'antenne et les devices. Et là, nous, on l'a utilisé en plus dans PCVue pour. On vient aussi utiliser la partie map pour savoir où on s'est promené avec le device, parce qu'on récupère la position GPS. Donc voilà, l'application Architect m'a créé mes deux objets graphiquement. Et en cliquant dessus, du coup, pour l'instant, j'ai une latitude à 0 et donc je suis au milieu de l'océan Atlantique, au sud de la Corne africaine. Et si je clique dessus, normalement, le signal devrait arriver dans PCVue. Et mon GPS, dorénavant, a ma latitude et ma longitude. Et en plus, le map control met à jour le marqueur de ma position. Du coup, vous pouvez voir où j'habite. Voilà. Donc l'avantage, c'est tout simplement que là, on a fait, avec l'application Architect, 2 glisser-déplacer, même 3 parce que j'ai dû placer la gateway. Mais maintenant qu'on est là, vous pouvez placer autant de gateways que vous avez dans votre réseau et puis surtout autant de capteurs que vous avez dans votre réseau. Et ça, maintenant, c'est l'avantage de l'architecte qui va vous le permettre, c'est que vous avez la possibilité de faire de l'instanciation multiple. Donc si vous avez dans vos différents bâtiments des
des milliers de contacteurs de portes, vous pouvez très bien aller chercher le modèle de votre porte et lui dire je vais lui demander d'avoir 100 instances. Et automatiquement, sous la gateway 1, vous allez retrouver vos portes. Donc là, après, c'est du pur PCVu et c'est de l'objet, mais le seul paramètre que vous avez à renseigner à ce niveau-là, c'est l'identifiant du capteur, comme si c'était une adresse MAC. C'est la seule chose que je peux vous dire. Voilà. Donc c'est très simple d'utiliser les librairies. Vous pouvez créer vos propres librairies de capteurs. Vous pouvez venir nous consulter pour qu'on discute d'un fabricant. On peut vous en fournir aussi. Et du coup, derrière, vous avez le graphisme, vous récupérez la donnée dans PCVu. Et une fois que la donnée est là, vous avez toute la magie de PCVu, faire de l'archivage, réutiliser la donnée, la traiter, l'enrichir. Voilà ce que je peux vous dire. Ok, merci, merci beaucoup Fabien pour cette belle démo avec un effet démo qui est un bel effet démo. Alors je reprends le rôle d'animateur si tu as fini. Oui. Ok. Vous pouvez poser vos questions si vous en avez au fur et à mesure de cette présentation par chat. Comme ça, on peut aussi les analyser avant la phase de questions-réponses à la fin de ce webinaire. Oui, tout à fait. Alors, vous devez de nouveau voir mon écran. Pas encore. Voilà. C'est bon. Voilà, alors, comme deuxième déclinaison de notre offre concernant IoT, on propose également des solutions pour les réseaux opérés, avec la possibilité donc de se connecter bien à des, comme je vous l'ai présenté tout à l'heure, hein, en réseau opéré, on délègue la gestion et de l'infrastructure à un opérateur. Donc avec notre techno IoT Hub, on peut se connecter à tout type d'opérateurs, les principaux opérateurs IoT sur le marché, et ensuite se connecter donc aux capteurs, aux différents capteurs qui seraient reliés. Donc là, évidemment, on profite dans ce cas-là de toute la puissance d'un opérateur pour gérer l'infrastructure et la maintenance, pour également s'assurer que la couverture réseau est bonne et que comment dire, que le réseau reste bon et maintenu en conditions d'opération, avec une sécurité qui est elle aussi assurée par l'opérateur. Donc avec notre solution, on est capable de venir se connecter par quasiment tous les types de moyens à ces opérateurs-là. Une dernière chose que je voulais mentionner, c'est qu'on est tout à fait capable de mixer un petit peu les architectures, c'est-à-dire d'avoir une plateforme PCVu qui se connecte d'une part sur un site via un réseau privé, sur d'autres capteurs d'un autre site avec un réseau opéré. Ça apparaît peut-être pas ici, mais qui pourrait également être connecté à des équipements dits plus classiques. Voilà, donc et de déployer ça aussi sur des applis mobiles ou des supports mobiles. Donc on a vraiment un ensemble de fonctionnalités de services au travers de ce IoT Hub qui permet de faire des architectures complètement hybrides sur différents types de réseaux avec différents types de supports. Et donc, on peut tout à fait envisager d'avoir une installation existante dans laquelle on va venir ajouter la composante IoT, ou évidemment créer un projet depuis zéro
voilà, on peut vraiment faire en fonction du besoin et du contexte. Voilà, nous en avons fini pour la présentation. Donc, si vous avez maintenant des questions, vous pouvez nous les soumettre par chat ou par l'interface de questions-réponses. Alors, je vois qu'il y en a quelques-unes. Alors, j'en ai une première que je vais vous dévoiler. Quelle est la capacité en nombre de capteurs sur une solution réseau privé? Les gateways qu'on utilise ont une théorie de 8000 points, donc de 8000 capteurs. Maintenant, bon, après, il suffit de multiplier le nombre de gateways. Donc, on voit que on est dans le monde des objets connectés, donc on peut faire beaucoup d'objets. Ok. Une autre question. Alors, le protocole entre la gateway et PCVu. Entre la gateway et PCVu, en fait, on va utiliser du TCP/IP, mais on va bien entendu utiliser le driver LoRaWAN qui est licencié du côté PCVu. Ok. Une autre question sur les bibliothèques. Est-ce que la bibliothèque fonctionne uniquement avec votre passerelle LoRa ou peut-elle fonctionner avec d'autres passerelles? Elle peut fonctionner avec d'autres. La bibliothèque est vraiment là pour consolider des objets, donc la plupart du temps ça va être des capteurs. Et elle peut fonctionner avec d'autres. Et donc ça peut être aussi des passerelles. Ok. Une autre question. Est-ce que l'on peut dériver les modèles LoRa existants dans l'architecte vers des nouveaux modèles spécifiques à nos besoins? Oui, tout à fait. Il faut faire l'étude du capteur. L'étude du capteur, c'est notamment regarder dans sa documentation. Souvent, c'est expliqué et on a besoin d'avoir et de connaître les informations, c'est-à-dire si vous êtes sur un capteur de température-humidité, bon, bah, savoir où est-ce qu'est placée la donnée de la température, où est-ce qu'est placée la donnée humidité, et on y arrive. Ok. Alors une autre question. Alors, je pense qu'on a peut-être répondu, mais est-ce que d'autres fournisseurs que ceux montrés dans la bibliothèque lors de la démo sont envisageables? Oui, tout à fait. On parlait là d'un constructeur, mais on en connaît plein d'autres, que ce soit sur le territoire national ou voire même international. Puisqu'on n'en a pas parlé, mais le LoRaWAN est donc une utilisation de radio et qu'il y a des différences de fréquences dans les différentes régions du monde. Mais après, il y a des fabricants qui sont situés plus dans une certaine région que dans une autre, mais ça ne pose pas de problème. Ok, très bien. Je regarde un petit peu différentes questions. Voilà. Bon, on va arrêter là la session de questions-réponses parce qu'il y a beaucoup de monde aussi. Bon, sachez que de toute manière, on peut vous recontacter également par ailleurs pour discuter plus en détail de tous ces aspects-là. On va clore la session aujourd'hui. Je remercie tous les participants. Je remercie également les deux Fabien. De rien, bonne journée. Et puis je vous dis bonne journée. Donc on revient vers les personnes qui ont posé quelques questions, on n'a pas pu répondre rapidement. Ouais, tout à fait. Merci encore. Très bonne journée. Bonne journée à vous. Merci bien. Au revoir.